Quand on se lance, ben voilà, on fait un peu tout, hein. C'est la base, hein. C'est qu'on est un peu les mains dans le cambouis, puis on va dans tous les sens pour essayer d'y répondre. Et plus on grandit, plus on peut s'organiser. Et je pense que même depuis le début, il faut essayer de réfléchir à comment s'organiser au mieux et connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir être le plus performant possible. En fait, ça, c'est un point essentiel. Salut à toutes et à tous et bienvenue au 5e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Qualibroker Group à Lausanne, dans le canton de Vaud, et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi son cofondateur, Grégory Ferret. Il est également président du groupe Silicom. Donc il est aujourd'hui à la direction générale du groupe Qualibroker. Je reviens un peu en arrière. Il est aussi président de l'organisation Entrepreneurs Organization, ou simplement abrégé IO, et est senior advisor pour la société Enki Capital. Salut Grégory. Salut Brian. C'est la deuxième fois qu'on refait ça. Oui, exactement. Et on va le faire bien. J'ai oublié de presser sur un petit bouton rouge. Donc encore une fois, merci. Merci à toi pour l'invitation. Et donc, pour vraiment donner le contexte aux personnes, je vais présenter les différentes sociétés, les différents groupes. Donc, le groupe Qualibroker est actif dans le courtage d'assurance pour les professionnels. Vous êtes l'un des 5 acteurs suisses plus importants. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 130. En fait, quand j'ai lu sur votre site internet, vous étiez plus de 130, mais vous êtes plus de 150 maintenant. Tu avais co-créé une société en 2005 quand tu avais 23 ans. Et en 5 ans, vous avez légèrement évolué, puis tu as rencontré une personne avec laquelle tu t'es associé. Vous avez acquis une première entreprise, une deuxième, pour ensuite en racheter presque 10 au total. Quant au groupe Silicom, il est actif dans le domaine de l'informatique. Il compte plus de 70 personnes. Et Enki Capital, elle, est une entreprise de conseil focalisée sur les fusions et acquisitions. Donc aujourd'hui, tu es un expert dans ce domaine-là, dans ce qui est acquisition et fusion, de par ton expérience personnelle. Et donc ma première question, c'est de te demander quel serait ton premier ou un de tes conseils pour une entreprise, une petite structure qui aimerait se développer de cette manière-là. Bonne question. Alors tout d'abord, je crois que la plupart des petites entreprises, quand on se crée, on n'imagine même pas pouvoir faire de la fusion ou de l'acquisition en fait, de sociétés. Je pense que c'est le premier blocage. On se dit, je me crée, il faut que je trouve des clients, ce qui est normal, mais on ne se dit pas qu'il y a une approche stratégique qu'on peut déjà mener en termes de fusion et d'acquisition. Et pourtant, même s'il y a bien sûr des barrières financières, il faut trouver certaines solutions. Aujourd'hui, on a quand même, pour une jeune entreprise, ce que je lui dirais directement, c'est essayer de regarder comment se rapprocher d'autres sociétés pour pouvoir grandir rapidement. Pour autant, bien sûr, que ce soit un objectif de vouloir grandir rapidement. Après, c'est un choix. Mais c'est vraiment une stratégie qui marche bien. Et il y a plusieurs possibilités de financement et on gagne beaucoup de temps. Parce que quand on se crée, on a tout à créer. Ça va du logo à comment faire pour que le téléphone fonctionne, que l'informatique. Donc, c'est plein de questions qui ne génèrent aucun revenu pour l'entreprise à ce moment-là, de mettre en place des process, ainsi de suite. Et quand on rachète une société qui est déjà en place, qui est déjà établie, eh ben en fait, elle a déjà tout ça à l'intérieur. Donc, on gagne énormément de temps et on peut se concentrer en fait sur la croissance, sur la stratégie du business et beaucoup moins sur le fonctionnement de l'entreprise de base. Moi, je me sens un peu bête du coup de te reposer les mêmes questions qu'avant, quand c'était pas enregistré, mais donc tu avais dit que pour le financement, il y avait beaucoup de solutions. Là, tu l'as redit, ça soit discuter avec des fiduciaires ou des personnes dans l'entourage qui seraient de ce domaine-là. Mais comment est-ce que tu vas approcher une entreprise justement pour essayer de mener à bien une acquisition ou simplement de savoir si la personne serait intéressée ou non? Tout à fait. Alors ça, c'est une bonne question également parce que
de nouveau, beaucoup de gens qui veulent faire de l'acquisition, souvent ils me disent je suis intéressé et j'attends en fait l'opportunité. J'ai beaucoup de gens qui m'ont toujours dit j'attends l'opportunité. Il faut savoir que peut-être une fois dans la vie l'opportunité vient, mais voilà, il ne faut pas être dans l'attente. Donc la première chose à faire, c'est que si on veut se rapprocher, c'est déjà faire ce que moi j'appelle un mapping en fait, c'est-à-dire de regarder quel type d'entreprise peuvent être intéressantes à se rapprocher ou à discuter avec elles. Et après en fait c'est un peu comme du commercial, il faut les lister, puis il faut toutes les contacter. Le contact est assez facile parce que l'échange c'est de se dire pourquoi pas échanger entre confrères, entre entrepreneurs sur l'avenir de notre domaine, l'avenir de notre marché. Et en fait en se rencontrant on peut voir s'il y a un intérêt potentiel de se rapprocher. Et c'est là, en fait, on a créé des liens. Et moi, il y a des entreprises qu'aujourd'hui, on est proche d'acquérir, qu'on discutait il y a 10 ans déjà avec elles. Donc, ça prend du temps et ça se construit et c'est un pipe qu'il faut maintenir et évoluer. Je te donnais tout à l'heure l'exemple de Enki Capital, qui est un fonds de private equity où son métier est d'acheter des entreprises. Eux rencontrent entre 70 et 100 entreprises par année pour peut-être à la fin racheter 3 sociétés. Donc on voit que c'est une méthodologie, c'est un process et c'est pas juste voilà, ça tombe comme ça sur le coin de la table. Il y a une vraie méthodologie, une vraie stratégie. Ouais, donc un long processus. Et donc tu as parlé du fait qu'on va pas simplement attendre l'opportunité. Donc c'est un peu un parallèle avec la vie où on va pas juste s'asseoir sur son canapé et attendre que les choses tombent et attendre la seule opportunité à saisir. Donc tu rencontres des, comme tu as dit, j'allais dire concurrents. Oui, mais c'est le cas, c'est des concurrents, confrères. Quand ils sont concurrents jusqu'au jour où ils ne le sont plus, ils sont des fois collègues. Après, ça se transforme. Et du coup, j'ai une question qui me vient comme ça, en termes d'organisation. J'imagine que ça devient un peu compliqué, surtout par rapport à la culture, par exemple. Comment est-ce que se fait ce passage? Tu veux dire le passage, tu dis que de ce côté se rapprochement, en fait, on a 2 cultures différentes, puis on se rapproche. Alors bon, là, il y a plusieurs méthodes, mais nous, la méthode qu'on a toujours voulu faire, c'est de ne pas arriver en se disant c'est notre culture qui doit tout casser, qui doit tout renforcer. Nous, on a plutôt fait des acquisitions de taille souvent assez similaires. La plupart du temps, elles étaient assez proches. Et l'idée était plutôt de construire en fait un nouvel ensemble. Donc de nouveau, pas de se dire, voilà, moi je suis A, toi t'es B, et puis on se bagarre pour se dire qui fait plus juste ou qui fait mieux. Et on essaie plutôt de créer en fait C. Et puis donc on travaille sur l'avenir et sur une nouvelle stratégie. Et on a un nouveau futur commun, donc des nouvelles valeurs communes. Bien sûr, il y a des choses qui sont, on va dire, des dénominateurs communs, mais on travaille vraiment sur l'avenir et sur la nouvelle entité, plus que juste se comparer. Ça, c'est dangereux. Ok. Et du coup, je t'ai souvent entendu parler de l'ego. Oui. L'ego de la personne, du dirigeant ou du racheteur. Donc, vous, par exemple, avec Wally Broker, vous avez repris le nom du coup, c'était quoi? C'était cette société qui... Alors nous, en effet, pour revenir sur le côté ego, qui est un point pour moi essentiel, quand on fait de la fusion-acquisition, l'ego est un frein en fait à ce business-là. C'est que c'est naturel, celui qui vend, il a créé son entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs, on a tous un certain ego, donc on doit jongler avec, jouer avec. Et c'est qu'en période d'acquisition, celui qui vend sa société, souvent nous dit voilà, j'aimerais garder mon nom. Des fois, on a des demandes un petit peu surprenantes en se disant mais le nom, c'est entre guillemets presque pas, voilà, on s'appelle pas Coca ou Apple, quoi. C'est dans la PME, nos noms n'ont pas autant d'impact que ça. Donc nous, on a plutôt la tendance à se dire faut se mettre en retrait. Après, qu'on est l'acheteur, il faut accepter que, je pense que l'ego est très important de faire un pas de recul et vraiment de se dire qu'est-ce qui est important. Il y a des choses qu'on ne doit pas lâcher parce que c'est crucial pour l'activité de l'entreprise, et les autres points où c'est pas si essentiel que ça. Et moi, je vois beaucoup de gens, quand on parle entre patrons, des fois, c'est qu'ils se prennent la tête pour des détails. Et je pense que le plus important, c'est quel est l'avenir, comment on construit ensemble, mais plus que le nom de la société ou le titre. C'est aussi le débat toujours du titre du patron qui revend, qui sont en fait assez... ça mène pas à grand-chose dans le futur. Alors facile à dire, après, quand on le vit, c'est toute une autre histoire. J'imagine, ouais. Mais du coup, avant, tu disais qu'en plus de ça, quand tu vas, toi, quand tu veux acquérir une entreprise, par exemple, généralement, le vendeur,
il est un peu sur la défensive, donc tu vas toi essayer de mettre ton ego à part, mais tu vas pas à chaque fois pouvoir changer de nom. Donc quels sont les autres points que tu dois mettre de côté? Non, mais des fois, les points de côté, c'est aussi sur la vision du business, la vision du marché. Si on rachète une société, on va dire, qui n'est pas du tout digitale, par exemple, moi, je suis assez digital, donc j'aime bien adapter digitalement les éléments. Je me dis, je ne vais pas tout de suite dire à la personne, voilà, la semaine prochaine, en fait, toutes tes équipes, on va transformer en monde digital. Et en plus, ce ne sera pas la vérité, on va le faire ensemble. Il faut aussi accepter un temps à l'évolution. Donc, même si moi, je suis convaincu que dans un certain business, il faudra transformer digitalement le tout à 2 ou 3 ans, ça sert à rien de le mettre sur la table et puis de faire une bagarre moi je fais ça une bagarre de religion, quoi. Ça n'amène rien, parce que l'idée c'est d'être ensemble et puis à moi après à terme de le convaincre et de lui démontrer pourquoi en fait ce marché va aller dans ce sens-là. Et puis peut-être qu'au final j'aurai tort. Donc il faut aussi accepter que peut-être que j'ai cette vision-là et que moi il y a plein de cas où des fois l'entrepreneur qu'on a repris, il m'a démontré une autre façon de voir les choses et c'est nous qui avons changé notre façon de voir. Donc il faut aussi accepter ça, c'est qu'on n'a pas toujours... On a une approche, il faut plutôt la mettre en recul, mais je pense qu'on a beaucoup plus à gagner en recevant de l'information des autres que si on arrive conquérant, je sais, ça va être comme ça, puis un peu une machine, bah, on perd beaucoup de valeur en fait de l'entreprise qui est en face. Parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Ouais, donc vous restez toujours ouvert. Toujours. Et vous prenez tout feedback constructif pour évoluer, pour changer, pour s'adapter. Il faut. Je pense que la clé, c'est d'être toujours dans cette ouverture. Après, bien sûr, il y a des réalités. Des fois, l'entrepreneur va revenir avec des éléments qui sont vrais dans sa structure. Si demain, je prends l'exemple de Qualibroker, on a 150 collaborateurs, si on rachète une société qui fait 10 collaborateurs, peut-être que son idée sera juste à 10 collaborateurs, elle sera peut-être pas juste à 150 collaborateurs. Mais après, c'est mon rôle de le remettre en perspective. Mais je peux pas demander à la personne qu'on va se rapprocher de comprendre ma réalité quotidienne parce qu'il la vit pas. Donc, je peux pas lui en vouloir. C'est à moi d'être sur le recul. Et puis, en fait, en le vivant, ça va venir. Et du coup, pour revenir sur l'ego, du coup, là, quand je t'entends parler, il y a aussi une partie d'ego où toi, peu importe la personne qui va venir vers toi et te dire écoute, Grégory, je pense qu'on pourrait modifier ça ou faire X, Y chose de cette manière-là, tu vas l'entendre. Et si tu penses qu'effectivement c'est correct et que vous aviez, je sais pas, vous faisiez d'une façon qui n'est apparemment plus optimale, tu changerais. Complètement. Mais il y a de nouveau, s'il y a cette possibilité-là, nous on a des gens dans toutes les entreprises, des gens qui remontent des informations, on essaye de les appliquer dans la mesure du possible. Mais de nouveau, des fois c'est ce qui est compliqué, c'est qu'un collaborateur, il va avoir son angle de vue avec sa fenêtre en fait, qui va pas être la fenêtre globale. Mais il y a plein de cas où des fois ils ont raison. Et puis il faut essayer en tout cas de prendre en considération et il faut essayer de modifier. Parce qu'on reste des PME, on reste des petites entreprises, hein. Avec même 150 personnes, c'est pas une multinationale, hein. Donc on a encore une agilité qui est très importante. Donc au contraire, c'est encore une de nos forces. Le jour où on perd ça, pour moi, on perd beaucoup de choses. Ok. Et est-ce que tu préférerais rester comme ça et de garder cette agilité que de grandir et de perdre en agilité? Alors voilà, c'est une bonne question. Ta question elle est très binaire en fait, elle est noire ou blanc. Et en fait, la réponse, moi j'aime bien un peu le gris. La réponse est oui, bien sûr, garder l'agilité le plus longtemps possible, pour autant qu'on souhaite continuer notre stratégie. Si je prends l'exemple de nouveau de Qualibroker et Silicom, c'est le même, hein. C'est des stratégies de croissance par acquisition, donc on veut grandir par acquisition. Donc bien évidemment, en grandissant, on va perdre un petit peu d'agilité au fil de l'eau. Mais après, c'est une balance. Est-ce qu'on perd beaucoup d'agilité, un petit peu d'agilité? Et l'idée, c'est justement de continuer à grandir en gardant cet état d'esprit et le côté le plus agile possible. Ça, c'est vraiment notre volonté. Mais c'est pas aussi blanc-noir. Il faut, malheureusement, de temps en temps, il y a un revers de la médaille, hein, et on doit l'accepter, hein. Ouais, faut le peser. Voilà, c'est le pour et le contre, en fait. Il faut faire des choix. Mais du coup, quel est votre but? Pourquoi est-ce que vous voulez grandir? Du coup, avant, je sais plus maintenant si c'était là ou juste avant, mais tu as dit pour autant que la croissance soit un objectif. Voilà, c'est un choix. Alors,
de nouveau, les réalités ne sont pas les mêmes pour toutes les entités. Qualibroker, la volonté de grandir, elle est extrêmement simple. C'est que on est des intermédiaires, nos partenaires sont des assureurs et on a besoin d'une taille importante pour pouvoir négocier avec les assureurs les meilleures conditions. On a besoin de créer des services spécialisés, particuliers, et il faut une certaine taille pour le faire. On a également besoin de collaborateurs de très haut niveau et de talents dans ce domaine-là, et ça coûte de l'argent, et il faut qu'on ait une taille pour le faire. Donc là, c'est une course à la taille pour pour remplir nos futurs besoins et surtout les besoins de nos clients. Sur Silicom, il y a aussi un peu de ça, mais il y a un besoin, on va dire sur Silicom, c'est plus dans le domaine informatique, on a besoin de taille plus pour pouvoir aussi apporter de nouveaux services, mais également pour traiter les clients de façon plus large. Le métier de l'informatique est un métier où il y a beaucoup de petits acteurs, hein, c'est plein de petits acteurs très locaux, et les entreprises qu'on sert sont de plus en plus établies sur la Suisse romande, sur la Suisse entière. Donc de grandir, c'est aussi un intérêt pour pouvoir les servir. Après, il y a aussi un intérêt personnel. À titre personnel, moi j'aime quand ça grandit, j'aime quand il y a plus de challenge, j'aime quand ça bouge. Du moment que ça reste stable, moi je n'y retrouve pas mon compte, mais c'est un choix, à nouveau, c'est un choix complètement personnel. Moi j'ai pas de plaisir quand ça bouge pas. Donc je préférais quitter l'entreprise, c'était ça. Donc j'aime quand ça évolue. Ouais, ok. Donc par rapport à tes débuts, donc ton rôle, comment est-ce qu'il a évolué depuis 2005? Parce que justement, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu t'es adapté ou tu as dû t'adapter face à tous ces changements, à cette croissance. Puis aussi, après, où tu as intégré, où tu as repris un autre groupe, donc Silicom. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter à tous ces changements? Alors, ça, c'est que c'est un point, quand on se lance, on fait un peu tout, hein, c'est la base, hein, c'est qu'on est un peu les mains dans le cambouis, puis on va dans tous les sens pour essayer d'y répondre. Et plus on grandit, plus on peut s'organiser. Et je pense que même depuis le début, il faut essayer de réfléchir à comment s'organiser au mieux et connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir être le plus performant possible. En fait, ça, c'est un point essentiel. Donc, nous, on a grandi assez vite. Donc, bien sûr, les rôles ont changé. Puis on fait plein d'erreurs et puis on progresse avec ces rôles. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont vécu qui avaient des tailles plus importantes, pour dire c'est quoi votre réalité, puis pour voir comment moi je fonctionnais et voir si c'était la même chose ou pas. Et là, j'ai beaucoup appris en me rendant compte qu'au début, on veut tout micromanager, on fait moins confiance, on croit qu'on sait mieux faire que les autres. Typiquement, aujourd'hui, Qualibroker, au niveau du métier de l'assurance, même si je viens de ce métier-là, mes collègues sont tous bien meilleurs que moi, et heureusement d'ailleurs. C'est qu'avec les années, on le perd, et puis c'est pas... Voilà, il y a des gens qui ont du talent dans ce secteur-là, et on peut se concentrer vraiment sur des parties où on a plus de valeur. Typiquement, moi, ce que j'aime, c'est le réseau, c'est la relation avec les gens. J'adore ça. Donc, je mets mon énergie en fait, où j'ai le plus de levier, où j'ai le plus de plaisir aussi. Et je sais que c'est là où j'ai le plus d'impact sur l'entreprise. Donc, c'est ce que aussi je te disais tout à l'heure, c'est un point essentiel pour moi, c'est de répartir aussi les rôles de l'entrepreneur. Il y a trop d'entreprises pour moi qui sont où le patron, il est l'actionnaire, le président du conseil d'administration et l'employé, ce qui est classique dans les sociétés, mais il se voit comme une seule personne. Et je pense qu'il faut être capable de jouer cet exercice, de se dire, ok, quand je suis actionnaire, quand je suis membre du conseil, je suis membre du conseil, et que je suis employé, je suis employé. Et quand on se remet en question, parce qu'il faut se remettre en question assez fréquemment pour se dire, est-ce que je suis toujours un bon salarié ou toujours un bon membre du conseil d'administration, il y a peut-être aussi des moments donnés où on n'est plus le bon employé pour l'entreprise. Et il faut savoir aussi l'accepter et peut-être engager des personnes pour le faire à sa place. Alors, c'est pas simple, hein, mais je crois que c'est un choix que c'est très sain, en tout cas, d'approcher la problématique comme ça. Et donc la partie réseau, donc tu t'es entouré de personnes, tu as posé des questions, voilà quelle est ta réalité. C'était des personnes qui étaient dans le même secteur que toi ou pas forcément? Non, plutôt pas forcément en fait. C'est plus compliqué d'échanger ce type de problématique avec ses concurrents, hein, c'est plus difficile. Donc typiquement, je suis président de cette association IO, association d'entrepreneurs, et c'est un des objectifs, c'est l'échange entre pairs. Donc ça m'a beaucoup aidé avec des sociétés beaucoup plus importantes. On avait des personnes qui avaient 2000, 3000 collaborateurs, qui ont connu ce type d'évolution et qui permet en fait d'apprendre des choses et de les écouter, et il faut prendre ça en considération. Après, il ne faut pas faire pareil, il faut mettre sa touche personnelle, mais il faut quand même, c'est très intéressant d'échanger et d'oser en parler.
Des fois, on a peur de parler ou d'échanger. Et je pense que ça aussi, on est aussi une génération, on est plus à l'aise de parler de ce type de, je dirais, de problématiques qu'on peut avoir au sein de nos entreprises. Ok. Et il y a une phrase intéressante que tu m'as dite quand on s'était eu en visioconférence l'année passée. Et tu es la première personne qui m'avait dit ça. Je l'avais entendu. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, tous des États-Unis. Et dans un des podcasts que j'écoute, il parle beaucoup du working on contre le working in de business. Donc travailler sur, donc en in, donc en termes de technique, et on en termes de stratégie et vision. Et donc ça m'avait beaucoup parlé, étant donné que je l'entendais souvent. Et puis donc moi je bosse dans une petite entreprise avec mon père, et donc moi je lui disais aussi, ouais, tu vois, faut plus qu'on essaye de, on l'a toujours pas fait réellement, mais de se dire, on prend un jour, même si vu qu'on l'a jamais fait, je me suis même dit, je sais pas, un jour tous les 6 mois, c'est déjà mieux que rien. Et du coup, bah ça m'a beaucoup parlé quand tu m'as dit ça, mais donc toi, quand tu as commencé, et tu l'as dit avant, il faudrait potentiellement, même quand tu es une petite structure et que tu as les mains dans le cambouis, et voilà, que toi-même tu fais partie des ressources pour faire tourner l'entreprise. Aujourd'hui, avec le recul, quel serait ton conseil pour une petite structure, en fait pour le dirigeant, la dirigeante d'une petite structure? Alors, bon, déjà, en effet, cette phrase que je t'ai dite, pour moi, elle est essentielle. Hein. C'est une des clés du succès, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans la société et puis on est que dedans, c'est-à-dire tête dans le guidon, on voit pas ce qu'on doit, dans l'opérationnel, on voit pas. Et c'est la réalité de la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, hein, qui souffrent en fait, même qui souffrent de ça. Et on se rend pas compte. Et comme on n'a pas de distance, on se rend pas compte de la réalité. Donc déjà, le premier point, je crois qu'il faut se dire qu'on n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas si essentiel que ça. C'est la première mindset qu'il faut changer. Et après, c'est de l'organisation. Et il faut se tenir aux choses. C'est quand on se dit maintenant, je prends une demi-journée par mois de stratégie, de réflexion sur l'entreprise, eh ben on prend cette demi-journée. Mais on la prend vraiment. C'est pas juste, on dit, on la met dans l'agenda, puis pour finir, on a un rendez-vous client, alors voilà, je le mets à ce moment-là. Il faut l'accepter. Et souvent, on a trop peur de se dire, oh, si je suis pas là ou ça se passe pas, l'entreprise va être en grande difficulté, ainsi de suite. Voilà. Si en une demi-journée par mois, l'entrepreneur ne peut pas s'absenter une demi-journée par mois et l'entreprise est réellement en difficulté, la société a vraiment un problème. Donc il faut vraiment les prendre la demi-journée. Donc il faut se poser les bonnes questions et il faut se forcer parce que c'est tellement confortable. Je suis un peu dur en disant ça, mais c'est tellement confortable d'avoir son travail qui vient au quotidien et qu'on sait ce qu'il faut faire. Et c'est le client, entre guillemets, qui nous donne à réfléchir parce qu'il nous demande des choses et puis on doit lui répondre. C'est très dur à dire, mais c'est très confortable au final. Alors que justement de dire, en fait, j'ai une page blanche devant moi et je dois réfléchir à la stratégie, comment transformer mon business, c'est quoi mon pas suivant, ainsi de suite. Ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'on a le problème de la page blanche et qu'on n'a pas l'habitude. Au début, c'est très compliqué. Mais là, on réfléchit juste. Et c'est là où on doit absolument, je pense, tout entrepreneur doit faire évoluer, s'il souhaite à nouveau faire évoluer son entreprise. Moi, je rencontre plein d'entrepreneurs qui adorent leur métier, leur technique, ainsi de suite. Et ben là, la meilleure choix, c'est continuer à faire de votre technique et peut-être engager des gens dans un conseil, ainsi de suite, qui ont cette capacité stratégique. Mais elle est essentielle au-delà même de la croissance de l'entreprise, je pense de la durabilité de l'entreprise. Et au niveau de la prise de décision, donc encore une fois, vos entreprises ont cru énormément et rapidement. Comment est-ce que entre la prise de décision dans ton rôle de tous les jours? Alors, je pense que un des points clés, et ça va avec la discussion juste d'avant sur le work on it ou work in it, c'est qu'une des clés pour grandir et aller vite, il faut du temps. Donc du temps, c'est de l'organisation. Et je pense qu'une de nos forces, c'est qu'on a une problématique ou une question d'un client ou une stratégie d'acquisition sur un choix, une prise de décision, on est capable d'y répondre très rapidement et d'être très disponible. Mon associé historique m'a toujours dit, si tu veux être un bon CEO, il faut être extrêmement disponible
Et c'est vrai, il faut être très disponible. Et là, on garde de la vitesse et on met du rythme. C'est du rythme de conduite, du rythme de décision. Donc nous, on a vraiment, je pense, c'est une de nos forces. On est capable de se décider très vite, de se contacter rapidement et de prendre des décisions très rapidement. Alors, c'est pas dire qu'on va vite, qu'on va faire une mauvaise décision. Il faut prendre les éléments en notre possession. Mais on peut aller vite, pas parce qu'on est plus intelligent ou parce qu'on est fou, ainsi de suite. C'est juste parce qu'on a du temps. Et la clé, c'est le temps. Ok. Donc disponible vis-à-vis de tes collègues. Vis-à-vis des collègues, mais vis-à-vis de tout l'environnement, d'avoir du temps. C'est-à-dire qu'en tant que CEO, moi, je ne réfléchis pas à me dire il faut que je sois rempli à 100%. Il faut que je me remplisse mon temps peut-être à 50%. Et de toute façon, les 50% restants, il faut que j'ai la disponibilité pour d'un coup, il y a une opération à faire, une urgence sur un client, une prise de décision à prendre. Et là, j'ai le temps de l'intégrer dans mon agenda en une journée. Donc ça, c'est une réflexion permanente de garder le contrôle de son temps, quoi. Ok. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que à mon avis, ou de ce que moi je vois et vis, quand on est une petite structure, on n'arrive pas forcément à avoir ou à gérer. Oui, mais je crois que petite ou grande, je crois que c'est plutôt je crois que c'est pour tout le monde. Je crois que c'est une méthode qu'il faut avoir et une construction pour le faire, en fait. C'est de l'organisation. Et puis c'est de nouveau d'accepter de ne pas tout faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Non, on ne peut pas tout faire, malheureusement. Malheureusement, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Et pour passer un peu plus sur on va dire un rôle ou un département de votre entreprise, le marketing dans Qualibroker ou dans Silicom Group, quelle importance il a? C'est une question difficile. Il est aujourd'hui... Alors, on va dire sur Qualibroker, c'est un business qui est très lié aux relations humaines, très proche, beaucoup de proximité. Donc le marketing est important. On aimerait en avoir plus, en faire plus, mais sincèrement, c'est pas un enjeu énorme encore aujourd'hui. Il va le devenir. Il deviendra de plus en plus important à cause du Covid, aussi la nouvelle génération qui est plus sensible à ça. Mais nous, on a encore à cœur à garder une relation très humaine avec les gens et beaucoup de proximité. Silicom, c'est un peu différent. Dans l'informatique, le changement est plus rapide, donc là, on doit faire du marketing. Mais c'est encore une faiblesse qu'on a, en tout cas, moi, dans l'ensemble des entreprises dont je suis proche, on n'est pas encore très bon au niveau marketing. Je trouve que c'est difficile de trouver une vraie solution. Qualibroker, on a un département en interne, on externalise, on internalise. On n'a pas encore trouvé la bonne mouture ou le bon fonctionnement. Je dirais qu'on n'est pas des très bons élèves dans ce domaine-là. Ok. Et pourtant, vous grandissez, vous grandissez donc sans être très bon entre guillemets. Oui. Non, mais clairement, tu peux le dire, on est même mauvais. Donc dans le marketing, et je te pose cette question parce que voilà, un de mes questionnements, c'est de savoir comment et où on devrait placer le marketing dans une petite structure. Alors, et de nouveau, quand on parle de marketing, c'est quelque chose qui est tellement large. Et est-ce qu'on parle des ventes? Parce qu'il y a aujourd'hui plein d'activités où le marketing, on va dire la génération de leads, comme on l'appelle, le marketing automation, c'est des choses qui sont très importantes pour générer des leads et des business. Et là, il n'y a pas une vérité absolue pour tout le monde. Je crois que ça dépend de l'activité, quel type d'entreprise sont nos clients, et c'est des particuliers, quel est notre produit. Donc, il faut vraiment l'analyser. Après, je crois qu'on est quand même dans un monde où le marketing va devenir toujours plus important. Les gens ont de moins en moins de temps, il faut que ça aille plus vite. Donc le marketing va vraiment être un point essentiel, mais il ne faut pas non plus s'y perdre. Il y a un risque de s'y perdre. Je voyais aujourd'hui récemment, pour Qualibroker, on avait une société qui se présentait sur service et sur un logo, on avait bientôt 3 psychologues qui allaient nous expliquer pourquoi ce logo était mieux que l'autre. À un moment donné, ça commence à devenir, ça va trop loin. Et je préférais qu'on mette de l'attention et de l'énergie sur comment générer des leads, comment activer notre clientèle, comment fidéliser notre clientèle. Ça, c'est des choses qui me parlent. Mais après, qu'on commence à en faire quelque chose de trop complexe, ça n'a pas de sens, quoi, pour moi. Pour moi. Hein. Mais moi, quand je parle de marketing, je vois vraiment le gros paquet, c'est-à-dire la vente, la fidélisation. Donc, quand je dis vente, je parle de tout, que ce soit l'aspect commercial, fidélisation, rencontre de clients, prospects, donc vraiment marketing physique comme digital.
Et donc, juste quand tu parles de lead, tu parles bien de potentiels clients, donc prospects qui seraient potentiellement prêts à passer à l'action. Exactement. Ok. Donc, le marketing, c'est potentiellement quelque chose que vous aimeriez développer? C'est un sujet que j'ai actuellement assez fort, de se dire comment le mettre en place. Et comme tu l'as dit, il y a plein d'aspects. Et ce qui est compliqué, c'est de faire de nouveau quelque chose de très clair. Et comment on passe par tous ces aspects du marketing, mais de façon simple, sans créer une usine à gaz ingérable, en fait. Parce que le risque, des fois, on a des grands projets sur la table, on veut renverser la table, et puis en fait, au final, on fait rien parce que c'est trop compliqué. Donc, il faut trouver cet équilibre entre de qualité, systématique, mais sans créer un monstre où, en fait, à la fin, on fait plus rien. Ouais. Et ce que je retire là de ce que tu as dit, c'est on peut pas tout faire. Donc, il faut se concentrer sur ce qui va être important, concrètement, si on peut dire ça comme ça. Et j'imagine à un moment donné, quand tu dépasses une taille vraiment énorme, comme tu as cité des Coca, pas Coca.ch, mais vraiment Coca-Cola, Apple ou autre, là, tu peux commencer à te poser des questions psychologiques, neurologiques sur la couleur, la forme. Voilà, après il faut être pragmatique, quoi. On doit rester pragmatique, qu'est-ce qui amène de la valeur, et puis surtout il faut faire des tests. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire des tests, à essayer différents modèles. On a aussi des fois tendance à vouloir trop une solution, puis on a rempli la case, et puis on s'est dit maintenant c'est fait, puis c'est plus un thème pour les 18 prochains mois. Je pense que le marketing, malheureusement, c'est un thème tous les 2-3 mois en tant que patron d'entreprise, on est dedans et on se dit mais c'est quoi la prochaine étape, puis on essaye. Et la grande chance aujourd'hui, c'est qu'on peut tout mesurer avec le côté digital, et ça nous permet de tester et essayer des choses. Et ça, c'est quand même une tendance que tout le monde essaie d'avoir. Il faut tester jusqu'à trouver à un moment donné un format qui est meilleur, puis il sera meilleur pendant une période, puis après ça reviendra en arrière, hein. Il faut essayer. Mais vous faisiez, étant donné que maintenant on peut malheureusement plus en faire, des événements par exemple? Alors nous, on est comme on est très sur le côté humain, on faisait beaucoup d'événements. On a vraiment une approche qui est très événementielle. On adore ça aussi parce qu'on aime le contact, donc on aime rencontrer les gens. Donc on faisait chaque année beaucoup d'événements. C'est clair qu'en ce moment c'est moins le cas. Donc on a essayé de basculer sur d'autres modèles, mais sincèrement c'est compliqué parce qu'on n'a pas la même notre ADN, notre historique est très relationnel. Donc on fait toujours des événements maintenant un peu physiques, mais vraiment en beaucoup plus petit comité. On en fait plus, mais en plus petit comité. Ok, d'accord. Et on a parlé brièvement de la culture quand vous allez racheter ou quand vous rachetez les entreprises, et au niveau de la structure organisationnelle, donc par exemple en termes de responsabilisation des personnes ou ces structures flexibles, horizontales, verticales, comment est-ce que vous évoluez dans les deux groupes par exemple, donc Silicom et Qualim Broker? Alors, je pense que l'endroit où on est pareil, j'aurais des points communs, hein, c'est le côté pragmatique, c'est-à-dire qu'on va toujours se dire qu'est-ce qui est le plus efficace. Et surtout, moi j'aime toujours dire aux gens, on dit ça en interne, ils rigoleraient parce que je dis ça en permanence, c'est de ne pas se battre à mettre les stylos rouges avec les crayons rouges et les stylos bleus avec les crayons bleus. Parce qu'en fait, on passe beaucoup d'énergie à tout vouloir aligner, et quand on va vite, et le but c'est d'aller vite, c'est ce qu'on aime, ça aller vite. Et ben quand on va vite, le temps de mettre le stylo bleu avec le crayon bleu, et ben en fait on est déjà en train de sortir des stylos violets. Donc ça n'a aucun sens. Donc il faut être pragmatique. Comment on peut s'organiser le plus facilement possible? Il faut quand même des règles, il faut des responsabilités. Et ça, c'est, je pense, le point clé, c'est qui est responsable de quoi. Moi, j'aime aussi dire une place, un chef. C'est-à-dire que voilà, dans une organisation, il y a, selon un département, mais il y a un chef qui est responsable et qui doit gérer. Aujourd'hui, en tout cas, nous ne fonctionnons pas avec des systèmes complètement, holocratie, ainsi de suite. On a une organisation très plate, mais on n'est pas quand même dans l'holocratie. Parce que je trouve que c'est dur d'aller vite dans ces modèles-là. Mais là, de nouveau, je ne l'ai pas vécu, donc je peux complètement me tromper. Donc voilà un peu notre approche, elle est très de se dire, puis on est capable de changer très vite d'organisation. Et je pense aussi, ça c'est aussi une clé, c'est de se dire, tiens, on essaye quelque chose, puis si après 3 mois on voit que ça marche pas, et on la rechange. Typiquement chez Qualim Broker, ils sont assez habitués à ça, que ça change très vite, les bureaux changent, les places changent. On avait un collègue qui disait toujours, on n'est pas un employé Qualim Broker, ça n'a pas changé 6 fois de place de travail. Voilà, c'était quelque chose qui était parce que les gens avaient changé, je crois, 8 fois ou 9 fois en 3 ans. Donc voilà, on aime cette culture aussi de mouvement, de changement. Et les gens, au début, c'est perturbant, mais quand on le vit puis on aime ça, ça devient très dur de changer aussi de fonctionnement parce qu'on a l'impression qu'à côté, c'est un peu calme, quoi. Mais du coup, vous avez
Est-ce que tu connais, je ne sais pas si tu peux le dire, le pourcentage de turnover au niveau ressources humaines? Alors, ça va dépendre. Quality Broker, je le connais, Silicom aussi, mais c'est des taux qui vont être. Ça va dépendre de la période en fait où on est. C'est-à-dire que quand on est sur une période d'acquisition, dans les 3 années suivantes, on peut d'un coup avoir des taux qui vont se situer à 5, 6. On a été une fois jusqu'à 7% à un moment donné de turnover. Aujourd'hui, ça fait 2-3 ans qu'on est plus sur Quality Broker plus stable, donc on a un turnover qui est plus faible. Mais voilà, donc c'est pas. Mais de nouveau, moi je n'analyse pas trop le turnover, il faut l'analyser, c'est vrai que j'ai le chiffre là, mais on a encore des tellement petites structures que c'est quoi 6% sur 120 personnes? Alors oui, c'est 6, 7, c'est 8 personnes, mais on va discuter avec ces personnes, il faut comprendre pourquoi les gens bougent. Typiquement, on a eu post-Covid, on a eu des mouvements qu'on ne pensait pas. On a 3 collaborateurs que j'ai en tête, rien que sur la Suisse romande, qui ont quitté l'entreprise parce qu'ils ont voulu changer de vie, reprendre des études, quitter le pays. Donc après, il faut l'analyser. Est-ce que c'est grave, pas grave? Je crois plutôt que c'est ça. Moi, je crois que le pire, c'est de vouloir regarder des gens j'ai peur pour la jeune génération en tout cas, s'ils se disent je dois rester dans cette entreprise, puis je vais faire ma carrière 30 ans dans cette entreprise. Moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce que je me dis que c'est pas la vie que j'aimerais avoir. Donc, je suis assez content quand les gens plutôt bougent et se disent voilà, comment je peux me transformer. Puis si j'ai pas d'opportunité chez nous, eh bien, il faut qu'ils en aillent ailleurs. Et tant mieux, c'est pas grave. Mais en fait, je t'ai posé cette question parce qu'étant donné que vous changez beaucoup, oui, très vite, je me suis dit peut-être que, en fait, étant donné que ça bouge beaucoup, peut-être que les gens sentent aussi que ça bouge, donc ils n'ont pas ce besoin, comme tu disais, aujourd'hui ma génération, notre génération a tendance à vouloir beaucoup changer. Voilà. Alors, donc de nouveau, il y a des gens qui sont faits pour ça, et on a des collaborateurs qui adorent ça, qui sont même là, ça ne change pas quand c'est que ça bouge. Et puis les collaborateurs, comment on fait des acquisitions, on récupère aussi des gens qui ont moins cette culture, même si à l'entretien d'embauche, c'est quelque chose que tout le temps on fait. Hein. On est tout le temps chez nous, ça bouge beaucoup, alors, mais c'est toujours la même chose, les gens nous disent mais oui, il n'y a aucun problème, j'ai l'habitude. Puis quand ils le vivent, ils font c'est bien pire que ce que je pensais. Mais donc il y a des gens qui adorent ça, et puis qui prennent aussi l'habitude de se dire ça change, mais c'est pas grave. Et puis des gens qui ont moins l'habitude. En plus, nous on vient d'un domaine, sur Quality Broker, de l'assurance, ou chez les assureurs, ça bouge pas beaucoup, c'est quand même très stable. Donc celui qui aime pas ça, qui vient d'une compagnie d'assurance, puis qui aime le côté très stable, et qui aime pas le mouvement et la dynamique, c'est plus compliqué. Mais de nouveau, il n'y a pas une vérité, c'est chacun selon sa personnalité. Ok. Mais par contre, aujourd'hui, vous avez encore majoritairement les gens en télétravail? Aujourd'hui, on a quasiment on a plus de 80% des gens qui sont en télétravail. Hein. On a basculé toute l'entreprise en 2 heures. Et aujourd'hui, on pourrait être en 100% télétravail. Mais on a des collègues qui nous demandent de revenir. Et donc, on a mis un cadre pour que certaines personnes puissent revenir parce que c'était un besoin et on essaie quand même d'être à l'écoute de leurs besoins et on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, on fonctionne sans problème en télétravail. Ok. Et donc, tu as parlé de personnes qui sont retournées aux études et voilà, qui ont voulu changer d'air. Je voulais un peu parler avec toi des études. Oui. Parce que c'est juste, hein, toi, donc tu as fait un CFC. De commerce, ouais. De commerce. Tu as commencé dans le courtage d'assurance. Ouais, comme conseiller au sein d'une autre compagnie d'assurance à 18 ans. Ah, et puis à 23 ans, tu t'es lancé et tu as créé l'entreprise. Et puis aujourd'hui, tu es là. Voilà. Comment est-ce que tu vois les études du coup? Parce que maintenant, avec ces différentes entreprises, par exemple, je connais un peu moins le courtage d'assurance, même si j'ai un très bon pote qui est également dans une entreprise petite taille. Ouais. Mais dans l'informatique, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, donc il y a certains métiers où on va dire... on va dire que le papier compte, mais ouais, il y a certains métiers où tu as une espèce de barrière à l'entrée. Et donc, toi, aujourd'hui, comment tu vois les études, en fait? Alors, bon, en effet, moi, j'ai pas fait d'études, donc c'est clair que on a appris sur le tas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi comprendre quelle personnalité on a à titre personnel. Si on est quelqu'un, je crois, qui aime ça et parce qu'il y a beaucoup de plaisir à faire des études, à apprendre, c'est très important. Et moi, je vois la qualité des études, ce que moi, je n'ai pas eu et des fois qui était une faiblesse, c'est cette capacité à apprendre. Et on apprend à apprendre et on peut à magasiner plus d'informations. Donc ça, c'est très, très positif.
Après, je crois malgré tout qu'on va arriver dans quelque chose de moins en moins formaté. Après, il y a des métiers, si on veut être avocat, il faut avoir fait droit, quoi. Voilà, bon, ça, je pense que ça restera, hein, c'est une réalité. Mais il y a plein de secteurs. Je prends l'exemple de l'informatique, c'est un bon exemple. L'informatique, c'est un secteur qui est très technique. Donc, on aura besoin de gens de plus en plus techniques. Donc, peut-être que ces personnes-là, on aura besoin de gens qui fassent de plus en plus d'études. Après, on verra quel type d'études. Hein. Est-ce que c'est EPFL ou est-ce que c'est d'autres écoles qui vont se créer plus spécialisées, mais des gens qui sont très techniciens. Mais de l'autre côté, on a tous des nouveaux profils qui sont en train d'arriver dans l'informatique, qui sont plus sur le besoin de l'entreprise, comprendre le besoin de l'entreprise et pas juste d'être un technicien. Et donc là, on est plus sur des profils HEC ou des profils école de commerce ou également école hôtelière. Là, on a typiquement aussi des gens d'école hôtelière. Donc, je crois qu'il n'y a pas de règle absolue. On va dans un monde où on sera de moins en moins dans des cases et on sera de plus en plus spécialisé, mais de l'autre côté aussi de plus en plus ouvert. Donc il y a les deux formats, donc il n'y a pas de règle absolue à mon avis au niveau des études. De nouveau, une des clés, il faut que les gens aient du plaisir. Je pense qu'il n'y a rien de pire, parce que même si moi je croise des gens qui ont fait des études poussées, mais qui ont détesté faire leurs études, mais en fait après ils n'ont pas envie de les utiliser, donc ça sert à rien. Il faut aller où on a du plaisir, et en général où on a du plaisir on performe. En général. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que toi, j'ai pas envie de dire regret, mais avec le recul, est-ce que tu aurais eu un besoin ou tu te dis, j'aurais quand même pu faire X école ou autre? Alors non, clairement, si je m'analyse, je dirais que mon ego aurait voulu en fait faire des études en me disant, en fait, j'aurais aimé ça. Quand je vois. Mais toi, t'as plus d'ego. Non, j'en ai encore plein, mais encore plein, malheureusement. Mais quand même, des fois, tu te dis, voilà, j'aurais aimé quand même le faire des études, et ainsi de suite, avoir un haut niveau par rapport à ça, parce que c'est aussi de l'image, hein, malgré tout. Est-ce que ça m'aurait aidé dans mon travail ? Je n'ai pas l'impression, dans la façon dont je fonctionne, très entrepreneurial, ça, je sens moins le besoin de ça, même si je me dis j'aurais quand même pu être valorisé en le faisant, mais ça a aussi été du temps. Donc est-ce que j'en serais aujourd'hui? C'est difficile à dire, de refaire. Je me suis posé la question il y a quelques temps de dire, est-ce que je vais pas retourner faire un MBA, ainsi de suite. Puis après je me suis dit voilà, mais je fais ça pour assouvir un ego de nouveau, et c'est pas ce que je veux faire. Ouais, ok, d'accord. Puis bon, un MBA finalement avec IO, je pense que on aura accès, voilà, on en fait pas mal, mais voilà. Et est-ce qu'il y aurait des erreurs qui ont été marquantes pour toi lors de toutes ces acquisitions qui te viennent comme ça à la tête, des échecs, enfin quand je dis échec, échec-erreur, où tu as vraiment appris énormément et qui t'ont boosté? Alors, des erreurs, plein, on a fait malheureusement, ou heureusement, on a fait un paquet, hein, des erreurs. Lesquelles sont les plus marquantes en termes d'acquisition? Il y a deux dossiers que j'ai en tête, deux entreprises où j'avais le sentiment, je sentais que c'était pas le bon choix, mais j'étais guidé par le projet où il allait être mené. Et donc, je me suis dit, mince, et ça s'est pas forcément toujours bien passé dans ces deux cas que j'ai en tête, alors que je savais que ça allait pas bien se passer. Donc ça, j'aurais dû un peu plus m'écouter, même si d'un point de vue peut-être économique, business, c'était pas mauvais au final, mais vis-à-vis des personnes, c'était pas idéal. Après aussi, une erreur que moi j'ai commise, qui était une erreur un peu de jeunesse, hein, c'était des fois, quand on fait de l'acquisition, j'ai sous-estimé beaucoup le jeu politique, des fois interne des collègues. C'est-à-dire que quand on est à la tête, on est entrepreneur, on veut pousser, on veut avancer, le côté politique, on ne le connaît pas trop, on ne le vit pas, parce que naturellement, on ne vit pas ce côté politique. Puis en fait, on a des gens, des fois, qui sont proches, qui sont autour, et qui, eux, disent ne pas vivre le côté politique, mais ils le vivent quand même, et essayent de manipuler l'environnement. Et ça, j'ai pu me faire 2-3 fois avoir, et prendre des décisions sur ce qu'on nous dit. Et peut-être j'ai manqué des fois de prendre un second avis ou un second son de cloche pour faire plus juste. Après, quand on fait de l'acquisition, on doit aussi avoir des gens de confiance autour de soi sur qui on peut s'appuyer. Donc après, on fait des erreurs. Donc on fait toujours plein d'erreurs. Après, je pense que le plus important, c'est de s'en rendre compte puis essayer de les corriger pour autant que ce soit possible. Hein, mais... Et ces personnes qui sont autour de toi, par exemple, ou autour de soi, ouais. Pour prendre ton exemple à toi, c'est des personnes qui font partie du groupe ou ça peut être des personnes complètement externes, des amis proches? Alors,
sur cette discussion-là, c'est plutôt des gens internes à la société qui vivent vraiment le quotidien, qui vivent le quotidien avec nous. Ça, c'est important. Aussi, l'autre chose qui est des fois dangereuse, quand tu parles de ça, ça fait tilt sur un autre risque, c'est que nous, on a l'habitude de faire ce type d'acquisition, de grandir, puis on sait où on veut aller. Donc, en fait, quand on fait une opération, on est déjà à la prochaine, à comment on va grandir, comment on peut approcher la clientèle, on est déjà dans l'évolution. Et c'est vrai que des fois, je me suis rendu compte que les collègues, ils avaient des fois, ils disaient, c'est incroyable, on a racheté ces sociétés, on est devenu plus grand, et en fait, eux, leur ego grandissait fortement, grandissait avec, et ça avait un impact sur l'ensemble de l'entreprise. Et ça, des fois, je ne l'ai pas assez vu. Et c'est humain, en fait. Il faut l'accepter, mais j'aurais peut-être dû le voir et dire aux gens, attention, on se rappelle, à la fin, on n'a rien fait. On finira tous morts quelque part. Et ça, c'est pas... Donc, on n'a pas révolutionné le monde. Nous, on fait du courtage en assurance. On peut servir les clients correctement, mais on n'est pas en train de changer le monde. Ouais, c'est marrant comme l'ego, il augmente aussi rapidement, quoi. Ouais, mais je crois que c'est humain, je crois qu'on est tous comme ça, ça fonctionne, et puis il faut se battre. Je dis ça aujourd'hui, c'est facile avec la distance de dire voilà, mais moi je me bats tous les jours contre mon ego. Il y a plein de fois où je me dis ah mince, mais là, où je m'énerve, puis je me dis ah là je suis en train de prendre le mauvais chemin, et c'est mon ego qui fait que je m'énerve. Donc je prends sur moi, c'est pas facile, mais j'essaye, des fois j'arrive pas, mais j'essaye en tout cas de lutter contre cet ego qui est humain et qui est naturel, mais qui sert pas l'entreprise. T'as des méthodes comme ça pour lutter contre cet ego ou bien? Je crois déjà, c'est bien le voir. C'est déjà si on se rend compte quand on se dit tiens, pourquoi, chaque fois c'est systématique de se poser la question pourquoi. Ok, je suis énervé, mais pourquoi? Ok, il y a ça qui m'énerve, mais pourquoi au fond ça m'énerve? Et en fait, ça touche ça au niveau émotionnel. Et en fait, ce qu'il faut aller chercher, plus que la raison, c'est qu'est-ce que ça touche émotionnellement chez soi, en termes d'énervement, ou si c'est le cas de l'énervement. Et en fait, on revient souvent à la fin, c'est un débat d'ego. Et dès qu'on a trouvé la cause, tout de suite, on redescend. Ouais. Ok. Mais du coup, ouais, c'est marrant en fait qu'on aille parler de l'ego comme ça, parce que moi, quand j'ai commencé, la première fois qu'on a discuté, c'était une pure envie de vouloir recevoir un partage d'expérience de personnes comme toi qui avaient créé une entreprise, qui étaient à la tête d'une entreprise, d'un groupe ou autre. Et quand j'ai commencé, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de réponses positives. J'ai eu de la chance parce que si j'avais commencé c'était sur LinkedIn, je contactais les personnes sur LinkedIn, et si les 3 premiers m'avaient dit non, j'ai pas le temps, sûrement que je me serais découragé, je pense. Et ça n'a pas été le cas. J'ai eu beaucoup de réponses positives, et puis en fait je me disais mais c'est fou comme les personnes comme toi acceptent de prendre le temps pour discuter avec moi. Et du coup, maintenant il y a de l'ego aussi là-dedans. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, il y a aussi de l'ego, parce que je dis peut-être aujourd'hui avec le podcast, dans le sens où il y a des caméras et tout, mais la première fois, avant même que j'ai l'idée de me dire je vais filmer tout ça, enregistrer, mais il y a personne, c'est que toi et moi. Ouais, mais il y a quand même, je pense, il faut accepter aussi, il y a une partie d'ego, mais il y a une partie aussi de discuter, d'échanger, dans ce plaisir-là. Mais il y a une partie aussi, ça se fait plaisir que quelqu'un veuille échanger avec soi. Oui, il y a toujours un bout d'ego. Il y a partout, on peut faire partout, il y en a toujours un petit peu. Mais c'est pas grave, il faut savoir jouer avec. Et c'est sain, c'est pas forcément malsain. Non, ouais, c'est sûr. Comme tu dis, il faut savoir jouer avec. Ouais. Ok. Et donc, on a parlé un peu du réseau. Et tu m'avais déjà dit en fait que tu pensais que le réseau était puissant, ou pouvait être très puissant. Donc toi, quand vous avez grandi, tu t'es entouré de personnes, tu as cherché des conseils. Aujourd'hui, tu es président de l'organisation IO. Donc tu continues à cultiver ce réseau. Est-ce que tu as eu un mentor dans tes débuts? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir chercher un réseau? Alors, je pense que dans mon cas, ça a été un peu différent. C'est que moi, j'adore ça. C'est-à-dire que j'aime le contact humain et c'est naturel. J'aime échanger, j'aime partager, j'aime les gens. C'est très, très naturel. Et c'est clair que dans une activité B2B, entre entreprises, moi j'aime connaître les gens, je m'y intéresse, donc aussi j'ai un souvenir, je me rappelle des personnes, des discussions, et ça apporte beaucoup, beaucoup de valeur. Je crois que le réseau, surtout dans des métiers B2B, ça permet d'avoir beaucoup de vitesse, de gagner du temps quand on a une problématique, peut aussi avoir
avoir du plaisir avec les personnes. Donc, au début, c'était pas vraiment réfléchi, c'était naturel. J'essaie de grandir le réseau pour connaître le plus de monde possible, parce qu'on se dit au début, plus je connais de monde, plus bêtement, plus j'ai de chances de gagner des clients. Au début, c'est aussi simple que ça. Puis après, maintenant, avec les années, c'est très structuré, c'est organisé. Aujourd'hui, c'est plus comme auparavant. Je le fais avec une vraie organisation, une vraie stratégie pour essayer de maximiser mon temps et de rencontrer le plus de personnes possible, le plus de nouvelles personnes possible. Et ça apporte beaucoup, beaucoup. Puis de faire les connexions entre les gens. Parce que le réseau, il ne faut pas qu'on retire quelque chose, il faut aussi donner. Je pense que c'est la clé, c'est aussi d'en donner beaucoup. Et pour donner, c'est de faire des connexions entre les personnes. Donc, quand tu parles de connexion, c'est-à-dire, enfin, quand tu parles de connexion, tu veux dire quoi par connexion? Connexion, je peux donner un exemple. Un client, d'un coup, pendant le Covid, un client avait aucune vente sur Internet, il vendait rien sur Internet, puis il était un peu perdu. J'ai jamais rien vendu sur Internet, je suis perdu. Pourtant, je ne donnerai pas le nom, mais c'est une belle entreprise romande. Et typiquement, moi j'ai fait 2 coups de téléphone, et puis j'ai pu le mettre en contact avec Pascal Meyer de Coca, par exemple, ou Alain Krief de MyStore, et puis pour qu'ils fassent du business ensemble. J'ai rien eu à gagner derrière, c'était pas le but, mais c'est ça aussi le réseau, c'est travailler, connexion, puis que les gens viennent à soi parce qu'on est aussi utile. Et ça, c'est aussi très valorisant d'être utile. Ouais, ok. Et pour terminer cette partie vraiment entreprise, après on va plutôt parler de ta partie à toi personnelle. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil pour le développement d'entreprise? Par exemple, je t'ai entendu dire dans une interview de l'année passée, tu disais que la finance doit être maîtrisée. Donc que ça soit avec un partenaire avec qui on a confiance, ou que ça soit nous-mêmes avec certaines compétences. Est-ce que tu aurais un autre conseil que de maîtriser sa finance, mais plutôt pour l'aspect purement de développement? Donc, par exemple, je ne sais pas si tu dois donner un conseil à une personne, plutôt à une petite structure, est-ce que d'office tu parlerais d'acquisition, ou tu verrais d'autres points de développement? Non, alors je pense qu'on a affaire tout ce qui est le développement du business. Je crois que la finance, malgré tout, est une clé. C'est-à-dire qu'il faut être bon en finance et comprendre ses chiffres, comprendre sa marge, être capable de faire une certaine rentabilité. Il faut voir l'entreprise comme une personne morale. Et la personne morale, c'est une personne, elle doit avoir une rémunération. Donc là, c'est déjà un point central. Et si l'entreprise elle gagne sa vie, elle est rentable, on peut faire de l'acquisition, mais on peut aussi engager un collaborateur, on peut développer du R&D, c'est de là où tout part, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le point finance, pour moi, il reste un élément central. Après, dire d'autres choses, je pense qu'on revient à la discussion de tout à l'heure, un autre point clé, c'est de bien se poser la question de à quel endroit l'entreprise en fait fonctionne, quelles sont nos valeurs ajoutées et quel est le type de client qui a un intérêt pour ce que l'on fait, et vraiment mettre l'énergie où on a le plus de puissance. Je pense qu'il y a trop de sociétés encore qui ont tendance à s'éparpiller, puis à faire des choses parce qu'elles font depuis très très longtemps les mêmes choses, sans se dire mais est-ce que peut-être là-dedans, sur mes 10 produits ou mes 5 produits, en fait il y en a 3 qui sont incroyables, et peut-être c'est qu'il faut accepter, si on a 5 produits, d'en dégager 2, puis dire même si en sortir 2, ça peut peut-être dire des collaborateurs à se séparer malheureusement, ça veut peut-être dire perdre un peu de chiffre d'affaires, donc peut-être réduire la taille de l'entreprise, mais pour pouvoir vraiment s'axer où on a de la puissance et une différenciation. Et je trouve que moi, ce que je vois, si je prends notre exemple, qu'on fait des rachats sur la partie informatique ou assurance, on voit trop d'entreprises qui ont trop accepté tout, elles ne savent pas dire non. Alors, je veux dire une quote française qu'on dit toujours, tu la connais certainement, si tu veux augmenter le chiffre d'affaires, tu dis oui, si tu veux augmenter le bénéfice, tu dis non. Et c'est très vrai, mais c'est très vrai. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt être capable de s'analyser. Et quand on commence l'entreprise, où on a une petite taille, c'est très facile de changer. C'est beaucoup plus compliqué quand d'un coup on a 500 collaborateurs, puis de changer son infrastructure. Ça, c'est beaucoup plus dur. Mais quand il y a une entreprise plus petite, il faut profiter d'essayer de faire le plus juste possible tout de suite. Ok. Et donc, pour passer plutôt à ta partie personnelle, ouais. Donc tu es un père de famille, oui. Tu es marié. Oui. Comment est-ce que tu gères donc cette partie professionnelle et personnelle? Est-ce que tu as une ligne qui est bien définie, ou est-ce que c'est entre guillemets au feeling?
Alors, bon, comme tu as peut-être pu le voir, il n'y a pas grand-chose chez moi qui ne soit pas au très feeling. Je suis très organisé. Donc cette partie, on fait également c'est la même chose. Non, le but, après on essaie d'être... Voilà, des parents modernes. Moi, j'essaie d'être un papa moderne. Mon épouse travaille à 100%. Elle travaille aux Nations Unies. Elle est économiste aux Nations Unies. Donc, elle voyage aussi. Elle part pas en ce moment avec le Covid, mais elle est capable de partir 3 semaines pour des missions, ainsi de suite. Donc, bien sûr, l'organisation, c'est très, très important. Et puis, le temps qu'on y passe. Moi, mes enfants sont petits. Ils ont 8 ans et 4 ans. Donc, j'essaie de passer un maximum de temps. Donc, c'est très structuré, très organisé, pour passer du temps avec eux. Voilà, je suis très disponible, franchement très disponible. Maintenant, avec le Covid, il y a de nouveaux challenges parce que je suis beaucoup à la maison, donc c'est compliqué de leur faire comprendre les moments de travail, des moments de plaisir. C'est plus compliqué pour eux de le comprendre, même pour moi, des fois c'est compliqué de le comprendre, c'est plus difficile. Mais malgré tout, je pense que c'est important dans cet équilibre, mais c'est un challenge de plus qu'on doit être. Aujourd'hui, on doit être bon personnellement, bon famille, au niveau de la famille, bon au boulot. C'est un gros challenge, mais c'est de l'organisation. C'est aussi l'organisation et d'accepter de dire stop à un moment donné, quoi. Dire non. Mais du coup, est-ce que c'est clairement défini? Donc, étant donné que tu es une personne très organisée, par exemple, tu vas dire à vendredi, je sais pas moi, 18h, ta semaine de travail est terminée, puis tu recommences à lundi X heures du matin, ou ça se peut que, voilà, si tu as quelque chose d'important le samedi, tu vas bosser le samedi, mais potentiellement tu vas reprendre ou pas un jour de la semaine, la semaine d'après, pour être justement avec ta famille, avec tes enfants, ou voilà, comment est-ce que tu gères ça? Alors, t'as un peu les deux modèles qu'on utilise, mais des fois ça peut être de se dire voilà, je fais une systématique, je veux que tous les matins je les amène moi à l'école, je veux que le mercredi midi quand ils viennent manger à la maison, je veux être présent le mercredi midi pour manger à la maison. Donc c'est des choses qui sont extrêmement précises. Et puis aussi des moments donnés où on se dit tiens voilà, c'est vendredi, c'est 15h, j'ai envie de faire un truc avec eux parce que c'est le moment de faire un truc avec eux, puis je vais récupérer l'activité plus tard. Ça, c'est aussi la chance qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on peut vraiment une grande flexibilité. Moi j'ai été jusqu'à, mais là c'était un peu de la folie, depuis le Covid je fais plus et c'était une erreur, mais j'ai été jusqu'à avoir des couleurs dans mon calendrier personnel, mais beaucoup plus loin que ça, vraiment mon agenda complètement par couleur, par type, puis pour vous se rendre compte de quel temps je passais à quel endroit. Ok, intéressant. Du coup là tu le fais plus. Là avec le Covid c'est beaucoup plus compliqué parce que ça m'a un peu changé mon organisation, beaucoup à la maison. Mais c'est clair que je pouvais même avoir je donne un exemple sur Qualybroker, je me dis voilà, j'aimerais rencontrer 2 clients par semaine, 3 clients par semaine, donc je me mettais une couleur client, je mettais une couleur prospect, je mettais une couleur management. Dès que j'avais fait plus de 20% de management dans la semaine, je me disais stop, j'ai plus envie de faire du management, donc s'il y a un rendez-vous à faire sauf urgence, obligation, je le repousse à la semaine suivante. Ok. D'accord. Et donc, généralement, à quelle heure tu commences? Encore une fois, du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué. Avec le Covid, tu es plus à la maison. Mais disons une journée, je ne sais pas s'il y a une journée type pour toi, pré-Covid ou bien pendant ce Covid. C'est quoi? À quelle heure tu te lèves plus ou moins? À quelle heure tu termines tes journées? On peut prendre l'exemple d'une journée standard et une longue journée par exemple. Voilà. Alors, une journée standard, pour moi une bonne, de nouveau dans mon approche, une bonne journée c'est une bonne journée où je vais pas avoir besoin de travailler un nombre d'heures très important pour pouvoir être très disponible. Et c'est-à-dire que comme je suis très disponible, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu beaucoup de problématiques. Okay. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Donc je me lève toujours à la même heure parce qu'à cause de mes enfants que je les amène à l'école, donc c'est 7h le matin, ainsi de suite. Ouais. Mais je n'ai pas je me dis pas, pour moi, dans mon rôle de CIO, j'essaie de travailler pas plus que 5 heures par jour. Quand je dis travailler. Après, après le reste, c'est du relationnel, c'est du réseau, mais c'est pas du travail. Ouais. Tout patron sait ça. Quand d'un seul coup, on fait un week-end avec des copains entrepreneurs, on est en week-end entre copains, mais on fait quand même des affaires, on fait quand même des relations. Donc, en fait, c'est tout le temps et jamais. Moi, j'aime dire c'est tout le temps et jamais. Donc, il y a plein de moments de libre. Moi, ce que j'aime, c'est pas avoir je pense qu'on perd de l'efficacité, qu'on commence à bosser 10 heures, 12 heures par jour. Je pense qu'on perd beaucoup d'efficacité et de la vision. Donc, je préfère faire moins. Donc voilà, j'ai des fois des grosses journées, mais j'ai rarement des très grosses journées. Des très très grosses journées comme on l'entend, jusqu'à minuit. Je connais pas ça. Ouais. Mais t'as eu J'ai eu dans le passé. Ouais. J'ai eu dans le passé, oui, alors clairement, quand on était beaucoup plus petit, on avait.
Mais c'est pas parce qu'on était plus petit, c'est parce que moi j'étais pas bon, dans le sens que j'étais pas dans ce côté, j'étais mal organisé et je mettais trop d'importance au mauvais endroit. Ok. De nouveau, un collaborateur, à l'époque, un collaborateur qui venait à 6h le soir, j'ai un problème, ainsi de suite, je serais resté jusqu'à 8h pour en parler avec lui, en me disant, c'est hyper important que je règle le problème tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais dit, aucun souci, on en parle, et puis j'aurais fixé un rendez-vous la semaine suivante. C'est tout simple, mais c'est juste d'organiser pour pas être débordé, parce qu'il faut de la disponibilité. Ok. Et donc, en parlant de grosses journées, moi j'avais... Surtout, on va dire, j'ai commencé l'année passée à me poser des questions sur le sommeil. Parce que j'ai vu un podcast très intéressant sur le sommeil et ça m'a un peu fait peur. Où, voilà, faudrait, disons, pour des personnes normales, quand je dis normales, c'est la majorité des personnes a besoin de dormir. Oui. Parce que c'est nocif, c'est essentiel, c'est constructif. Enfin constructif, je veux dire, ça restaure certaines cellules, enfin voilà. Quelle est l'importance pour toi du sommeil? Moi je suis un gros dormeur, alors ça me parle à 200%. Moi j'ai besoin de minimum 7 heures, entre 7 et 8 heures par nuit. Moins de 7 heures, je suis vraiment pas fonctionnel. Je suis fonctionnel, mais il ne faut pas que ça dure de trop. Donc moi je dors très bien et j'ai la chance, c'est une chance aussi. Moi je m'endors 2 secondes, je me réveille comme ça. Donc j'ai vraiment pas de soucis de sommeil du tout. Le seul moment où j'ai des soucis de sommeil, c'est quand j'ai des stress qui sont souvent liés aux finances, que j'ai pu avoir dans le passé, des stress liés aux finances. Et ça, le seul truc pour moi, pour y couper, pour que ça aille mieux, il faut que je l'écrive et que je me dise quels sont mes problèmes, que je mette mes solutions, et puis après, je suis posé, je peux dormir. Mais j'ai vraiment pas de problème de sommeil, donc je sais vraiment pas ce que c'est. Je suis même assez énervant pour ça. Je dors vraiment très très facilement. Ok. Et donc, quand t'avais ces problèmes de finances, tu devais les écrire. Faire du sport aussi, beaucoup. Voilà, j'allais te poser cette question. Parce que tu as joué en Ligue nationale A, en volleyball. Oui. Je sais pas, c'est toujours d'actualité? Ah non, à 40 ans, j'aimerais bien, mais je deviens quand même vieux à force. Enfin, je voulais pas dire si c'était toujours d'actualité que tu joues en Ligue nationale A. D'accord. Mais je dis, tu continues à faire du volley? Bien sûr, ouais. Le volley est une passion, j'en ai fait pendant très 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 longtemps. Joué. Donc je joue toujours dans une équipe, on joue en deuxième ligue, c'est plus comme avant, mais malgré tout on a quand même on est encore en forme. Mais moi j'essaie de faire 6 heures de sport par semaine quand même. Ok, ouais, mais c'est pas rien. Non, je fais beaucoup de sport et j'adore ça. Pour moi c'est un équilibre, c'est mon fonctionnement. Pas tout le monde a besoin de ça, mais moi j'ai besoin de ça. Si je suis pas bien, sport. Après ça va mieux. Ouais. C'est pareil pour moi. Et est-ce que quand tu ne fais pas ton sport, tu te sens d'une manière différente? Quand je fais pas mon sport, j'insupporte beaucoup mon entourage. Je deviens plus difficile. J'ai besoin de faire mon sport. Sinon, je suis compliqué pour les autres et même pour moi-même. Donc, Ok, donc très important pour toi cette partie sport. Et puis, sinon, tu as d'autres habitudes qui t'aident dans ta vie professionnelle comme personnelle, comme la lecture, la méditation Alors, moi, ce que j'ai besoin, mais de nouveau, j'ai besoin que ce soit fun. Donc, j'ai besoin de périodes fun. J'ai besoin de faire entre guillemets la fête de temps en temps, qu'on soit, que ce soit un peu fou. Méditation, j'ai essayé, c'est pas pour moi, ça marche pas. J'ai essayé, mais c'est pas mon truc. Mais mais j'ai besoin de temps en temps où il y a un lâcher prise et on se marre mais ça peut être avec les collègues de bureau, quand on fait des sorties de bureau, ça peut être avec des copains entrepreneurs, ça va être à la maison en invitant des amis. J'ai besoin de folie, puis de lâcher prise et puis de pas avoir de contrôle de temps en temps. Ok. Donc ça c'est mon autre point d'équilibre, je pense. Ok. Et tu as des livres, des documentaires, films ou autres que tu recommanderais pour que ce soit pour le développement personnel ou pour le développement d'entreprise? Il y en a beaucoup qu'on lit qui sont intéressants. Là actuellement, j'ai fini Rework. Je sais pas si tu l'as lu. Ça, c'est très facile à lire en plus. Rework de qui? Je ne me rappelle plus de qui c'est. C'est récent ou bien? C'est ceux qui ont créé Basecamp. Non, ça a quelques années. C'est ceux qui ont créé Basecamp. Franchement, c'est très intéressant à lire. Ça. Rework, Rework, R-E-W-O-R-K. Ça, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé
j'ai trouvé assez fun. Un autre que j'aime beaucoup, mais qui est plus sur le côté financier, qui est Rich Dad Poor Dad. Je sais pas si tu l'as lu celui-là. Il est dans ma liste. Voilà, ça c'est un bouquin à lire, après apprendre avec des pincettes. Il faut pas tout apprendre. Ouais. Voilà, donc c'est déjà avec les bouquins. Il y a aussi La semaine de 4 heures que j'ai beaucoup aimé. Ouais, moi aussi je l'ai lu. Ouais, ça j'ai trouvé très fun, c'est intéressant. Voilà. Donc ce type de bouquin qu'on lit, quoi. Moi j'en lis pas mal, mais c'est pas. J'ai tendance à des fois à lire un peu en diagonale, je vais un peu à l'essentiel, mais c'est intéressant. En tout cas, on apprend beaucoup de ces bouquins. Ok. Et on va gentiment clôturer cette discussion, cet épisode. Donc ma dernière question pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que le succès pour toi? Alors bonne question. Alors le succès pour moi, comment je le vis, c'est de pouvoir choisir ce qu'on fait et ce qu'on aime. Donc d'avoir du fun, du plaisir, de pouvoir ce choix-là. Et ce qui génère aussi une grande et dans la liberté. Pour moi, c'est les 2 points. Plaisir, liberté. Le succès, c'est que ça. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de position, ça c'est annexe. Il y a des gens qui sont très contents en faisant de la peinture, ils se sentent libres ou en gérant des chèvres, et ça va très bien. Et ça, c'est un vrai succès. Et je suis admiratif des gens des fois qui sont capables de justement d'être déconnectés et de prendre des choix qui sont à l'envers de ce que la société veut bien. Alors moi, j'ai la chance que ce que je fais, je l'adore et je suis passionné de ce que je fais. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat est beaucoup valorisé, ce qui est cool, mais peut-être que dans quelques années, ce sera peut-être plus le cas. Donc, mais je continuerai à le faire parce que j'adore ça. Ok, top. Grégory, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir refait une petite partie de cet épisode. Aucun souci. Et puis, avant qu'on se quitte, où est-ce que les gens peuvent te trouver ? Alors, sur LinkedIn, c'est vraiment le plus simple. Il ne faut pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Je réponds vraiment sans autre. C'est ma zone de contact avec les personnes. D'accord. Donc, sur LinkedIn, Grégory Ferrer. Voilà. Et puis sinon, toutes tes autres, les entreprises qu'on a citées. Voilà, vous avez mon nom, il y a mes coordonnées, il y a tout. Quoi. Assez ouvert, pas de problème. Merci beaucoup. Merci Brian, à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao, merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et à tout bientôt. Ciao.